Les véritables secrets ne se laissent pas percer facilement. Mais c'est précisément ce qui attire Harald Schuman. Il est journaliste dans un grand quotidien berlinois. Chargé de mission spéciale, peut-on lire sur la porte de son bureau. Un tel intitulé soulève forcément toute une série de questions. De quelle mission est-il chargé? Ramper dans la jungle pour dépister des braconniers qui abattent le dernier tigre de Sumatra? Très peu pour lui. Colporter les potins et les scandales de ce monde de paillettes qu'est le showbiz? Pas son genre non plus. Non, ce qui intéresse Harald Schuman, c'est l'argent, la finance, les bilans, les millions, les milliards, les billions. Et voici sa dernière enquête. Dans la zone euro, les États doivent emprunter de l'argent aux autres États pour sauver les banques. Mais qui reçoit cet argent? Où va-t-il? La plupart des gens pensent que l'Allemagne et les autres pays riches d'Europe sauvent ces pauvres Espagnols, Grecs, Irlandais et Portugais. Mais ce n'est pas vrai. Ce sont les banques qu'on sauve. Et que font-elles de l'argent qu'elles reçoivent? Où va-t-il? Où est parti tout cet argent? Bonne question. N'avons-nous pas le droit de savoir à qui nous le donnons? Qui en sont les bénéficiaires? Eh bien, sauf votre respect, ce n'est pas ça le problème. On ne peut pas l'ignorer, mais cette politique a été imposée au peuple irlandais, comme l'a voulu une majorité d'individus au sein de la Banque centrale européenne. Peu importe de savoir qui sont les bénéficiaires, ce qui compte, c'est que le peuple irlandais a dû payer l'addition. Pourquoi les contribuables devraient-ils prendre en charge des milliards de risques de crédit en vue de sauver des créanciers alors qu'ils n'ont même pas le droit de savoir qui sont les bénéficiaires? Le bénéficiaire, c'est l'économie tout entière. Ça crée un climat de confiance. Non, les bénéficiaires, ce sont tous les créanciers qui ont fait de mauvais placements. Bien sûr, et ils vont devoir payer. En Irlande, tous les créanciers de premier rang ont été renfloués. Ils n'ont pas perdu un centime. En Irlande, on a fait beaucoup d'erreurs. Pourquoi ne publie-t-on pas la liste des créanciers afin de pouvoir mener un débat éclairé? Vous avez une vision un peu naïve du bilan d'une banque. Je ne crois pas. Je me suis bien documenté sur le sujet. Les banques sont liées les unes aux autres. Si une banque A n'est plus solvable, on se demande aussitôt si la banque B l'est encore, parce qu'elle détient peut-être des actifs dans la banque A. Donc l'une contamine l'autre. Je ne vois aucun inconvénient à ce qu'on introduise plus de transparence. Mais compte tenu de la situation juridique, si je prends le cas de l'Allemagne, c'est le pays que je connais le mieux, c'est hors de portée de l'autorité de contrôle. En général, ça se passe comme ça. L'autorité de contrôle remet un dossier confidentiel au Parlement et, mystérieusement, il se retrouve dans la presse. Toutefois, l'autorité de contrôle, ou le gouvernement, n'a aucun moyen de rendre le système transparent, parce que ça tombe sous le coup du secret industriel et commercial. Et vous avez raison de penser qu'à partir du moment où on reçoit de l'aide de l'État, il faut que ça change, pour dire les choses simplement. Aujourd'hui, celui qui veut savoir malgré tout la vérité va de surprise en surprise. Des experts de la finance qui avaient donné leur accord ont l'interdiction formelle de parler et on annule au dernier moment des rendez-vous pris de longue date en invoquant des prétextes cousus de fil blanc. Même des établissements comme Bankia, qui a du plomb dans l'aile et qui doit recevoir des milliards d'euros de l'État, ne sont pas prêts à s'exprimer. Elle est en réunion jusqu'à 5 heures. On pourra l'appeler après. Alors je referai une tentative à 5 heures. C'est quand même incroyable cette attitude. On met la tête dans le sable en pensant que toutes ces questions stupides finiront par s'arrêter. C'est absurde. Des questions, il y en aura de plus en plus. Comment la démocratie peut-elle fonctionner sans les médias? Là, derrière, dans cette tour, on est en train d'engloutir 24 milliards d'euros d'impôts et on va sans doute en engloutir 25 milliards de plus si nos sources sont bonnes. Et on ne nous donne aucune information. C'est hallucinant.
Le secret est bien gardé sur les bénéficiaires du programme de sauvetage des banques. Et depuis la crise financière de 2008, il n'y a eu que 2 exceptions. La première, c'était au Sénat américain. Après la faillite de Lehman Brothers, il fallait sauver la compagnie d'assurance internationale AIG. Un sénateur a dit aux représentants de la Banque centrale « Inutile de venir nous demander 1 centime si vous ne nous dites pas à qui cet argent est destiné ». En fait, il s'agissait de gros investisseurs et établissements financiers du monde entier. À commencer par la Deutsche Bank, qui a récupéré à elle seule 12,6 milliards, et Goldman Sachs, qui a touché plus de 10 milliards. Enfin, tous les gros poissons en ont profité. Et le plus fort, c'est qu'après coup, ils ont déclaré « on s'en est sorti sans l'argent de l'État ». Sans le sauvetage d'AIG, la Deutsche Bank aurait immédiatement fait faillite. Elle aurait perdu plus de la moitié de ses fonds propres et aurait dû mettre la clé sous la porte du jour au lendemain. Donc pour elle, la Deutsche Bank, c'était vraiment une question de vie ou de mort. Et la deuxième exception, c'était lors du sauvetage de la banque allemande Hypo Real Estate. À la chancellerie fédérale, quelqu'un a posé cette question. Que se passerait-il si on ne sauvait pas Hypo Real? Qui en ferait les frais? J'ai établi une liste avec l'aide de plusieurs personnes et en recoupant différentes sources. Il apparaît que les principaux bénéficiaires sont Unicredit, la Deutsche Post, la DZ Bank, la Deutsche Bank, la Commerzbank, la Deutsche Apotheker und Ärzte Bank, là encore la Deutsche Bank de Londres, la Barclays de Londres et un tas de compagnies d'assurance. On aurait dû demander à tous ces établissements de supporter une partie des pertes. Après tout, ils avaient placé leur argent dans une banque mal gérée, donc ils avaient commis une faute. Avec l'arrivée de la monnaie unique en l'an 2000, les taux d'intérêt ont baissé de manière drastique dans les petits pays de la zone euro, parce que du jour au lendemain, ils se sont retrouvés dans un grand espace monétaire. Ça a amené les banques et les gouvernements à prêter beaucoup d'argent pour financer toutes sortes de projets, bien plus qu'il n'y avait d'épargne dans leur pays. Les banques d'Allemagne, de France et des autres pays de la zone euro étaient plus qu'enclines à accorder des crédits presque sans limite. C'est ainsi qu'en 3 ans, et jusqu'à début 2008, les emprunteurs espagnols ont contracté 322 milliards d'euros de dettes auprès des banques allemandes et françaises. Le plus gros a été placé dans l'immobilier, simplement parce que les investisseurs étaient convaincus que les prix monteraient sans cesse. Résultat, on a construit bien plus qu'il ne fallait. Et pour finir, des milliers d'emprunteurs n'ont plus été en mesure de payer. C'est pour cela que les banques espagnoles et irlandaises sont au bord de la faillite et qu'elles ne peuvent plus honorer leurs propres dettes. Les prêteurs allemands et français et ceux des autres pays n'avaient jamais imaginé un scénario de cette nature. En tant que président de la Caja Granada, je me suis rendu en Allemagne en 2001 et 2002 pour trouver des financements. Les banques allemandes roulaient sur l'or et elles prêtaient de l'argent sans trop demander à quoi il allait servir. Était-ce difficile de trouver de l'argent? C'était facile, très facile. On ne l'a pas forcé, sous la menace des armes, à prendre cet argent. Certes. C'est lui qui est venu le premier. Vous comprenez? Parfois, ces discussions m'agacent un peu. Tout le monde fait des erreurs. En Allemagne aussi, nous en avons fait, et nous avons nos problèmes. Mais ce que je ne supporte vraiment pas, c'est qu'on dise sans cesse que c'est la faute des autres. Il appartient à chacun de résoudre ses propres problèmes. Chacun doit balayer devant sa porte, et tout rentrera dans l'ordre. Combien de logements y a-t-il? C'est prévu pour 1300 résidents. Mais le nombre de logements n'est pas précisé. Dans le lotissement d'à côté, celui qui est contigu, il n'y a que 600 habitants.
Quand on arrive ici, on voit bien que ça vaut rien. Personne ne viendra habiter ici. Qui va passer ses vacances près d'une voie ferrée. Et puis il n'y a rien. Qu'est-ce qu'on peut faire ici? Mais le plus fou, c'est que dans la plupart des cas, les crédits accordés pour ce lotissement, comme pour des milliers d'autres, sont toujours inscrits pour 70% de leur valeur initiale dans les comptes des banques. Or, ce qui reste ici ne vaut même pas 10% des sommes empruntées. Et on pourrait faire comme ça le tour de l'Espagne pour voir où tous les milliards d'euros sont passés. Regarde, ça continue. Ouais, c'est immense. Tout le monde espère que par un miracle quelconque, la machine se remette en marche et que ces actifs pourris, comme on dit, à savoir les investissements réalisés avec des prêts qui appartiennent maintenant tous aux banques, reprennent de la valeur. Ils ne comprennent pas que le surendettement est tel qu'on ne pourra pas relancer la demande tant que la plupart des entreprises et des ménages devront se serrer la ceinture dans ce pays. Le but est qu'il y ait plus de recettes que de dépenses, ce qu'on appelle la rigueur. Mais c'est naïf de croire qu'il suffit de rétablir la confiance pour que tout reparte comme avant. L'activité ne pourra redémarrer que si les dettes sont annulées. En clair, il faudra tôt ou tard effacer la dette. Le problème, c'est que dans le cadre du sauvetage de l'euro, une part croissante des risques privés, d'investisseurs privés, est prise en charge par les États. C'est le fondement même du plan de sauvetage de l'euro. Jusqu'au jour où les États eux-mêmes ne pourront plus rembourser leurs dettes aux pays les plus riches. On aura alors exactement le scénario que Mme Merkel nous promet d'éviter à tout prix. Avec l'argent de leurs impôts, les Allemands devront supporter les risques que des investisseurs privés ont pris dans d'autres pays. Or, ces investisseurs viennent en majeure partie d'Allemagne. Mais ça, on se garde bien de nous le dire. Nulle part, le marché immobilier alimenté par le crédit n'a connu une chute aussi brutale qu'en Irlande. Jusqu'en 2008, les prêts bon marché en provenance de l'Allemagne, de la France et de la Grande-Bretagne ont entretenu le plus grand boom immobilier au monde. Tous ces immeubles clinquants et vides ont conduit les 6 grandes banques irlandaises au bord du gouffre. À commencer par l'Anglo-Irish Bank. À elle seule, quand elle a mis la clé sous la porte, elle a laissé 30 milliards d'euros de dettes au petit État irlandais. Il ne reste plus que le chantier désaffecté du nouveau siège du groupe. L'État irlandais a dépensé plus de 70 milliards d'euros pour sauver 6 banques en faillite. Où est passé tout cet argent? Très bonne question. En général, cet argent a servi à rembourser les créanciers, ceux qui avaient apporté de l'argent aux banques sous forme d'obligations et qu'on appelle des porteurs de titres. Qui sont ces créanciers, ces spéculateurs? C'est le problème, on ne sait pas. Les paiements sont effectués par une chambre de compensation qui garantit l'anonymat des créanciers. Donc on ne sait pas. Mais n'est-il pas scandaleux de dépenser de l'argent public irlandais pour des investisseurs étrangers sans que personne sache qui ils sont? Scandaleux est un mot encore trop faible. C'est se moquer de la démocratie. Absolument. Mais on touche là au cœur de la crise de l'euro. Les habitants de la zone euro ne comprennent pas ce qui se passe. La plupart des Allemands et des Français n'ont pas conscience que ce sont eux qui sont renfloués. L'argent n'a fait qu'un aller-retour en Irlande. Des spéculateurs sans scrupules ont prêté de l'argent aux banques irlandaises qui, du coup, ont été prises d'une véritable frénésie d'achat sur le marché immobilier. Et maintenant, ce sont les contribuables qui paient. Quel impact a eu ce plan de sauvetage de 70 milliards sur les Irlandais? Leur niveau de vie a baissé en moyenne de 25%. 25% en 5 ans? En 5 ans. Pour les plus faibles, ceux qui vivent des aides de l'État ou qui sont au chômage, les conséquences sont catastrophiques. Vous êtes le porte-parole de votre communauté? Oui, le président de l'association de quartier. Qu'est-ce qui a changé depuis que la crise a éclaté à l'automne 2008? Ce qui nous affecte le plus, ce sont les coupes budgétaires. Vous en voyez les conséquences dans votre magasin? On voit le changement dans le quartier, c'est évident. Et ça va de mal en pire. Il parle de nouvelles coupes budgétaires.
Et ce sera comme ça pendant les 3 ou 4 prochaines années. Ce n'est pas tenable, c'est impossible. Et pourtant, ce n'est pas prêt de changer. Combien de foyers comptent au moins un chômeur? Je dirais 80%. Combien? 80. 80. Oui. Les Irlandais ont clairement opté pour une politique de faible imposition et de contrôle restreint. Ils ont décidé de surveiller moins rigoureusement leurs établissements financiers que les Allemands, par exemple. Donc, toutes les banques qui voulaient gagner de l'argent, y compris les banques allemandes, sont allées en Irlande. On y payait moins d'impôts et bénéficiait de contrôles plus souples. Avec la mondialisation, c'est possible. Les Irlandais ont attiré les investisseurs par une taxation et des contrôles plus faibles. Dans un premier temps, ça a été très bénéfique pour la population irlandaise. Mais quand le système bancaire d'un pays s'effondre, soit l'État est insolvable et il a de gros soucis car sa population s'appauvrit, soit il doit sauver tant bien que mal ses banques. Et pour l'Irlande, ça a été très dur. Si on ramène le montant de la dette irlandaise à l'échelle de l'économie allemande, ça fait 1000 milliards, 1 billion, c'est fou. Oui, mais l'Irlande est responsable de ses problèmes. Pas le Luxembourg, ni la France ou l'Allemagne, mais l'Irlande. Et elle en a profité un certain temps. C'est le peuple qui fait les frais d'une mauvaise politique, même s'il en a profité un temps. Les Irlandais le savent. Les Irlandais savent surtout qu'ils ont été obligés de payer tous les créanciers étrangers de leurs banques en faillite et de les dégager de toute responsabilité. Et sur ce point, la Banque centrale européenne a joué un rôle crucial, comme le montre ce rapport d'expertise commandé par le Parlement européen et dont l'auteur est un professeur d'économie mondialement célèbre, Karl Wieland. J'ai été chargé par le Parlement européen d'examiner le rôle de la Banque centrale européenne, la BCE, dans divers programmes d'aide. Et j'ai choisi de me concentrer sur l'Irlande. Vous écrivez, je cite, « Quant à l'action de la BCE en Irlande, notamment en ce qui concerne les dettes de premier rang des banques, on peut se demander si l'institution n'a pas dépassé les limites de son mandat. » Comment la BCE a-t-elle réagi? Je ne sais pas. Vous n'avez jamais eu de réponse? Jamais. Je ne dois pas être dans son carnet d'adresses pour les cartes de vœux. Quoi qu'il en soit, la BCE voulait que tous les porteurs de titres soient remboursés et elle s'est imposée. Pourquoi voulait-elle cela? Demandez-lui directement. Je pense que la BCE a agi dans le cadre de son mandat. Il s'agissait avant tout d'assurer la stabilité des prix et de contribuer à la stabilité des marchés financiers. C'était les deux missions qui faisaient partie du mandat. Et je pense qu'on s'y est tenu, dans une situation qui était relativement nouvelle et qui comportait clairement des risques de contagion. La priorité était donc d'éviter ce danger. Vous avez écrit que l'Irlande a été forcée sous la menace d'un revolver de payer les créanciers. Qui tenait le revolver? C'est la Banque centrale européenne qui tenait le revolver. Elle a dit « Ou vous payez les porteurs de titres, ou nous cessons notre programme de financement d'urgence, ce qui entraînera d'abord l'effondrement de votre système bancaire, puis celui de votre économie entière. Pour moi, c'est la diplomatie de la canonnière. » Ou simplement du chantage. Ou du chantage. C'est une menace très grave de la part d'une banque centrale. Elle oblige une nation à renoncer à sa souveraineté juste pour renflouer je ne sais quels investisseurs. La BCE agit illégalement. Bien entendu, c'est une décision qui a été imposée au peuple irlandais. Imposée? Oui. La BCE a décrété qu'il fallait rembourser les créanciers de premier rang. C'est un procédé scandaleux. Un économiste renommé
un député du Parlement irlandais diplômé d'économie à Harvard et le ministre adjoint des Finances affirment que leur peuple a été contraint de s'endetter à hauteur de 70 milliards d'euros pour renflouer des créanciers étrangers. Et le directeur de la Banque centrale européenne ne conteste pas. Il ne dément même pas. Depuis, malheureusement, la plupart des Irlandais se sont résignés. Mais pas tous. Jusqu'ici, aucun pays en crise n'avait réussi à faire entendre à Francfort son désaccord envers la politique de la BCE. Ce groupe d'Irlandais est une exception. Le plus fou, c'est qu'ils ne viennent pas de la capitale ni d'un grand groupe industriel. Non, ils viennent du fin fond de la province irlandaise, d'un petit village où les habitants ont décidé de manifester publiquement leur opposition. Et c'est ce qu'ils font toutes les semaines. Le vent. Le vent, le vent, le vent. On dirait un peu l'histoire d'Astérix et du petit village gaulois qui résiste à l'Empire romain. Oui, on est l'Astérix irlandais. En fait, même ici, dans notre paroisse, beaucoup de gens me disent « Tu perds la tête, tu ne pourras jamais affronter la BCE ». Je sais que c'est un grand rêve. Mais tant qu'à rêver, autant rêver en grand. Les petits rêves, ça ne sert à rien. Et puis ils font ça non seulement en Irlande, mais dans toute l'Europe. Ils s'imposent dans l'Europe entière. Ils utilisent ce mot « socialiser la dette ». Et les mots sont très importants. Il n'y a pourtant pas plus antisocial que ce qu'ils font. Je prie pour l'Irlande, pour la justice en Irlande. Vous étiez à Francfort? Oui. Et vous avez parlé aux Allemands? Oui. Et ils ont été très gentils avec nous. Ils nous ont même apporté à manger. On avait des pancartes qui expliquaient en allemand la situation de l'Irlande. Ont-ils compris votre message? Je suis sûr que oui. La plupart des Allemands pensent qu'ils vous ont sauvé. On dit aux Allemands qu'ils sauvent les autres par solidarité européenne et qu'ils ont sauvé l'Irlande. Non, l'Irlande a sauvé l'Europe. Mettez-vous bien ça dans le crâne. L'Irlande a pris en charge les garanties, ce qui a évité une réaction en chaîne. L'Irlande a sauvé l'Europe et on devrait être récompensé pour ça. Vu de l'étranger, l'Irlande a l'air de bien s'en sortir parce qu'elle réduit ses dépenses. Mais les gens souffrent. C'est vrai, ils souffrent terriblement. Aidez-nous, s'il vous plaît. Donnez-nous la pièce. Tenter de lancer un mouvement à partir d'un groupe aussi petit, ça demande d'avoir la foi et du courage. C'est bien, et on voit que les gens ont compris. Ce ne sont pas nous, Allemands, qui les avons sauvés, mais eux. C'est la petite Irlande qui a sauvé le système bancaire en Europe. Du coup, maintenant, elle a des dettes qui lui rendent la vie impossible. Et si l'Irlande ne peut pas rembourser, c'est aux contribuables allemands de le faire. Voilà la réalité. Et ici, les gens l'ont parfaitement compris. C'est pour cela qu'ils ne supportent pas d'entendre une autre version des faits dans les médias, et notamment dans les médias européens. Alors, où va l'argent? Les banques irlandaises ont reçu 64 milliards d'euros. Qu'est-ce qu'elles en ont fait? Le plus terrible dans tout ça, c'est que l'opinion publique n'a accès à aucune donnée précise. Mais il y a des indices qui ne trompent pas. Je pense à la Banque des règlements internationaux. C'est la banque centrale des banques centrales. Elle recueille toutes sortes d'informations de ses 24 États membres. Par le biais de son service de statistique, de son site web, on peut consulter des données sur les transactions entre les différents pays et les créances des banques. On voit par exemple qu'à l'automne 2010, alors que le débat faisait rage pour savoir qui serait payé, l'Irlande devait encore 28 milliards aux banques allemandes. Ça fait beaucoup d'argent.
Mais qui sont au juste les créanciers? Et qui peut bien le savoir? Un homme a ressenti le besoin urgent d'informer l'opinion publique. Il s'agit d'un blogueur qui officie sous le pseudonyme de Guido Fawkes. Une personne bien placée lui a envoyé une liste qui comprend un total de 80 adresses, dont 50 rien qu'en Allemagne et en France. On y trouve par exemple la Deutsche Bank Asset Management, la Raiffeisen, l'Union Investment Private Fonds GmbH, la plus grande banque française y figure naturellement aussi, ou encore Rothschild et compagnie gestion. C'est en quelque sorte le who's who du monde de la finance. Vous avez publié la liste des créanciers de l'Anglo-Irish Bank. Je crois que c'est un délit de détenir et de divulguer ces listes. Mais vous n'avez pas été inquiété? Non. Je peux en appeler à l'intérêt général. Qu'avez-vous découvert sur cette liste? J'ai vu que la majorité des obligations irlandaises étaient détenues par des banques allemandes, françaises et britanniques. Il y avait à la fois des investisseurs avertis et ce qu'on appelle de l'argent stupide, c'est-à-dire de petits investisseurs. Des banques d'épargne, des banques régionales, tous les fonds obligataires s'y trouvaient, y compris de grandes banques d'investissement. En Irlande, la colère monte. On se demande pourquoi on renfloue des courtiers qui sont rémunérés pour leurs risques, alors que ça nous oblige à fermer des hôpitaux. Le gouvernement n'aurait pas pu enquêter pour obtenir ces informations? L'État irlandais est souverain. Il pourrait dire où va l'argent. Et il aurait dû le faire. Des milliards d'euros des contribuables irlandais ont été versés aux courtiers en obligations. Et à nous, Allemands, on dit que nous avons sauvé les Irlandais. L'argent des ministères des Finances allemands et britanniques a été envoyé en Irlande et avant la débâcle, il est retourné dans les banques allemandes qui, sans cela, auraient fait faillite. Pensez-vous que tôt ou tard, l'Irlande fera défaut? Je l'espère. On n'a pas les moyens de rembourser. Tous les mois, chaque Irlandais, homme, femme ou enfant, donne 300 € à l'étranger. C'est un fardeau colossal. Mes enfants sont scolarisés en Irlande. Je ne veux pas qu'ils paient toute leur vie des impôts pour les banques allemandes. Est-ce qu'un jour, l'Irlande sera insolvable? Oui. Dans l'histoire, aucun pays n'a jamais payé une telle somme sans avoir sa propre politique monétaire. Que va-t-il se passer concrètement? On se vide petit à petit de notre sang, année après année, jusqu'à dépendre complètement de l'Europe. Il y a une citation de Nelson Mandela. La plus grande tragédie de l'humanité est de devoir endurer autant de souffrances avant de parvenir à un compromis dont tout le monde savait qu'il était inévitable. Je veux empêcher par tous les moyens que l'Irlande se vide de son sang pendant 10 ou 15 ans et qu'elle revienne 30 ans en arrière jusqu'à ce que quelqu'un dise enfin « on efface la dette ». Mais dernièrement, même le ministre adjoint des Finances irlandais, avec qui nous nous sommes entretenus, a déclaré que le fardeau de la dette était tel qu'il surpassait les forces de l'Irlande. Ne faut-il pas prendre cet avertissement au sérieux et annuler une partie de la dette pour que l'Irlande puisse prendre un nouveau départ? L'Irlande bénéficie d'un programme d'aide et c'est l'élève modèle qui montre que notre politique européenne en faveur de la stabilisation de l'euro fonctionne. L'Irlande est déjà en passe de retrouver la confiance des marchés financiers. Je ne sais pas qui est ce ministre adjoint aux Finances ni ce qu'il a voulu dire. J'imagine qu'il était sincère dans ses déclarations. Mais de mon point de vue, l'Irlande est sur la bonne voie. Elle remporte de grands succès, elle mérite notre confiance, mais elle ne devrait pas la détruire elle-même, cette confiance. En fait, il représente une position très dure.
Les Irlandais et les Espagnols sont eux-mêmes responsables. Et si nous mettons à contribution les créanciers, le système s'écroule. Donc nous ne pouvons pas les faire participer. Que chacun balaie devant sa porte et qu'on arrête de nous culpabiliser. En vérité, c'est lui qui est culpabilisant, parce qu'il rejette la faute sur les pays. Il ne voit pas sa part de responsabilité dans les investissements faits par l'Allemagne. La Banque centrale européenne pourrait très facilement réparer le tort qu'elle a causé aux Irlandais en vue de protéger les banques européennes. Lors de la crise, l'Anglo-Irish Bank a emprunté 30 milliards d'euros à la BCE pour pouvoir payer ses créanciers. Or, comme toutes les banques centrales du monde, la BCE n'aurait pas dû prêter cet argent sans exiger de garanties. Garanties que l'Anglo-Irish Bank n'avait pas. C'est pourquoi l'État irlandais a dû se porter garant. Et maintenant que l'Anglo-Irish Bank a été liquidée, qu'elle n'existe plus, la BCE réclame au gouvernement irlandais le remboursement de ces 30 milliards d'euros. En Irlande, un grand nombre d'économistes et d'hommes politiques demandent que la BCE annule cette dette. Si nous convainquions la BCE de réduire la valeur de ses titres ou de renoncer carrément à une partie de ses créances vis-à-vis des banques irlandaises, ce serait économiquement judicieux, car la BCE et la zone euro ne peuvent profiter de l'Irlande qu'à condition que son économie soit forte. Mais les Allemands diront, qu'en est-il du bilan de la BCE ? Qui va payer ces pertes ? Personne ne doit prendre en charge les pertes de la BCE. L'argent a déjà été mis en circulation sans avoir provoqué d'inflation. Et en réduisant la dette, nous n'allons pas faire marcher la planche à billets. Vous êtes en train de dire qu'on peut annuler la dette sans que personne ne subisse de pertes ? Oui, c'est le système monétaire. Si nous consentons à une réduction de la dette, l'État irlandais en sera le bénéficiaire économique. C'est le financement monétaire, une option qui est vivement critiquée en Allemagne, où on nous reprochera de l'appliquer dans certains pays et pas dans d'autres, ce qui est faux. Au fond, ça ne ferait de tort à personne si la BCE annulait cette dette bien particulière qui est apparue dans des conditions bien particulières. Personne ne serait lésé, n'est-ce pas ? Peut-être que les gains de la BCE seraient moindres. Le danger, c'est que si l'Irlande ne s'acquitte pas de sa dette, ça peut provoquer une réaction en chaîne pour l'ensemble de son système financier. Vous êtes sûr et certain que la BCE pourrait annuler cette dette sans aucun risque ? Sûr et certain. Dès demain. Il y a un risque, et vous venez de l'évoquer. C'est que les autres demandent la même chose. Mais pour rendre justice à la Banque centrale, on n'imprime pas des billets pour les distribuer comme ça aux gens. Ce serait très dangereux. Cela dit, l'Irlande est un cas unique. C'est une économie productive et efficace qui a renfloué son système bancaire et qui est maintenant en train de couler. Mais le même scénario est en train de se produire en Espagne. Dans ce cas, ils commettent la même erreur que l'Irlande. Et ils ne devraient pas. Qu'est-ce que les Espagnols pourraient apprendre des Irlandais ? Ils doivent savoir avant tout une chose. Transférer toutes les dettes des banques à l'État est une terrible erreur. Merci beaucoup. Merci à vous. Très heureux de vous avoir rencontré et bienvenue à Ras Fernam. Pas bête. Quand on devient secrétaire d'État à cet âge, c'est qu'on n'est pas bête. On a appris à communiquer et à esquiver les questions qui fâchent. En même temps, il a évoqué un point important. Il a dit très clairement qu'on les avait obligés à rembourser les créanciers et que c'était une erreur. Et il est prêt à nous parler du rôle des banques allemandes et françaises dans le boom espagnol ? Tout à fait. En fin d'après-midi, on va rencontrer aussi Rayo, un expert économique.
Avant de venir en Espagne, j'étais en Irlande. Puis-je vous faire part du conseil qu'un économiste et parlementaire irlandais donne à l'Espagne? But a similar situation is developing in Spain. With one very important difference. The Spanish people will not have capitalized their banks. That's what they are going to do now. Well, then they're going to make the same mistake that Ireland made, and they shouldn't do it. They shouldn't do it. Let them fail. Let the banks fail. You know, not all of them, but banks have to be allowed to fail. There's nothing wrong with a bank failing. What do you think? Qu'en dites-vous? J'en dis que la situation de l'Irlande est complètement différente de celle de l'Espagne. Le total du bilan des banques irlandaises par rapport au produit national brut est 3 fois supérieur à celui des banques espagnoles. C'est pourquoi, en Irlande, les besoins en capitaux des banques se montent à plus de 20% du PNB. En Espagne, c'est seulement 4%. Donc, le contexte est totalement différent. Ce n'est pas comparable. Jusqu'ici, combien l'État espagnol a-t-il dépensé pour sauver les banques? Jusqu'ici, à peu près 20 milliards. 20 milliards. 20 milliards de capitaux injectés, plus un prêt de 40 milliards du Fonds européen de stabilité financière. Et vous êtes sûr que ça suffira? Oui. En réalité, ce n'est pas 40, mais 80, voire 90 milliards. Voilà les vrais chiffres si on se réfère au rapport d'Oliver Wyman. Pourquoi ne mettons pas à contribution les créanciers de premier rang en leur demandant de recapitaliser les banques? Je ne sais pas. Ce serait une solution judicieuse pour notre système bancaire. La seule même, j'ajouterais. Mais eux veulent tout payer avec l'argent des contribuables espagnols. C'est insensé. Le plus gros problème en Espagne, c'est Bankia. On dit qu'elle va recevoir 24 milliards de capitaux supplémentaires en plus de ce que l'État lui a déjà versé. J'ignore combien ça représente. Environ 5 milliards. 5 milliards. Donc au total, ça fera près de 30 milliards d'argent public. D'après son rapport des comptes, Bankia a 27 milliards d'euros de dette sans garantie. Qui détient cette dette? On ne le sait pas exactement. Les autorités en font tout un mystère. Elles ne veulent pas nous dire qui détient cette dette. J'ignore pourquoi. Qui sont ces individus dont je prends en charge les risques en tant que contribuable? Ne devrait-on pas avoir la liste des créanciers de Bankia, par exemple? Disons que ce n'est pas une information essentielle. Les contribuables espagnols devraient au moins avoir le droit de savoir qui ils renflouent. Nous le savons. Mais pas l'opinion publique. Si, elle le sait plus ou moins. Elle ne dispose pas des noms exacts, mais l'endettement des banques à l'étranger est connu. Il y a des informations publiques sur les créanciers de premier rang de chaque pays. Le problème en Espagne, c'est que la majeure partie de ces crédits a été octroyée par des investisseurs étrangers. Je déteste les répondeurs téléphoniques. Allô? Hallo, Frau Merian. Schumann nochmal. Where does all this money go? Okay. It's again difficult for us to comment on the record about the instance of Bankia. No, of course not. Thank you very much. You're welcome, Harold. Have a good afternoon. Also das ist doch, Entschuldigung, aber das ist ganz klassische Hinhaltetaktik und ich kann es nicht anders interpretieren. Regardez. 6 juin, quelques informations sur les prêts bancaires espagnols.
Ici, c'est un des nombreux prêts en cours, avec les noms des personnes concernées. C'est l'information qu'on cherchait. Mais je ne peux rien dire. Il y a parfois des gens sympathiques qui vous aident. C'est comme ça que j'ai pu accéder à ces données. L'homme que nous allons rencontrer a intenté une action en justice pour la liquidation de Bankia, contre son sauvetage donc. Exactement. Il veut que cette banque fasse faillite et qu'elle ne reçoive pas d'argent de l'État. Il travaille pour les activistes du mouvement M15, qui ont commencé à occuper les places publiques en mai dernier. J'ai ici une liste. Un instant. Ce sont les dettes actives de Bankia, d'ASM, etc. Les entreprises qui publient cette liste pouvaient tout à fait absorber des pertes. La Deutsche Bank, DWS Investment, c'est un fonds d'investissement allemand. Allianz, Global Investors, Union Investment, la Deutsche Bank à nouveau. Elle devrait. Elle devrait encaisser ses pertes. Mais quand on parle à des représentants des partis au gouvernement ou à des représentants des banques, ils disent « ça détruirait la confiance et tout le système s'effondrerait ». Alors qui dit vrai? Nous, pas eux. Si on laisse tomber Bankia, il est probable que d'autres banques tombent. Mais pas les grandes banques comme BBVA, Santander, la Caixa, Sabadell ou Popular. Elles ne tomberont pas. À l'université, j'ai appris que dans une économie de marché, un investisseur a le droit de faire des bénéfices, mais si ça se passe mal, il est responsable et doit supporter les pertes. C'est le principe de l'économie de marché. Dans le cas présent, il y a eu beaucoup de mauvais investissements, surtout de la part d'étrangers. Et personne n'évoque leur part de responsabilité. Je suis tout à fait d'accord. Et ils ne doivent pas supporter un centime de perte. Il y a un autre principe de l'économie de marché qu'on enseigne en début de cursus à l'université. Une économie de marché est instable quand sa monnaie n'est pas indexée sur les réserves d'or. Il existe un exemple où on a laissé les banques faire faillite. Vous le connaissez? Oui, je m'en souviens bien. Lehman Brothers. Non, c'était la dépression de 29, la pire crise du siècle dernier. La peur. Toujours la peur. Je n'en veux pas. Moi, je veux des chiffres. Je veux savoir ce qui se passerait vraiment si elle faisait faillite. Qu'est-ce qu'on ferait? Quelles seraient les conséquences? Avec ce que nous savons déjà, nous disons « cette banque ne peut pas être sauvée ». Nous ne pouvons pas injecter sans cesse des milliards d'euros. Les créanciers doivent assumer les pertes. Si la banque A n'est plus solvable, on se demande aussitôt si la banque B l'est encore, parce qu'elle détient peut-être des actifs chez A. Donc l'une contamine l'autre. C'est pourquoi, dans ce système financier, il faut empêcher que l'effondrement d'un établissement entraîne celui du secteur entier. Pour le non-initié, il est difficile de comprendre comment on décide que telle banque est d'importance systémique, à savoir que sa faillite aurait un effet désastreux sur l'économie. Par exemple, pourquoi Bankia est-elle d'importance systémique? C'est simple, Bankia est la troisième banque d'Espagne. La quatrième? La troisième. La troisième? Oui. C'était la troisième banque. C'est peut-être maintenant la quatrième, mais c'était la troisième. Que se passerait-il si on la laissait faire faillite? Non, on ne peut pas se le permettre. Et pourquoi ne demande-t-on pas aux créanciers de la recapitaliser? Vous anticipez ce que nous négocions actuellement.
Avec les autorités espagnoles, la Commission européenne et la Banque centrale européenne, nous négocions un plan de restructuration. Donc, vous ne pouvez pas anticiper le résultat. Admettons que mes chiffres soient justes. Ce n'est pas avec vous que je négocie, mais avec l'État espagnol. Lors de notre action en justice, il a été établi que dans les étages supérieurs de la banque, des chiffres avaient été falsifiés. Et maintenant, on découvre que dans les étages inférieurs, il s'est produit la même chose. On a créé une culture d'entreprise dans laquelle les employés étaient récompensés par des primes pour qu'en haut, on ne sache pas ce qui allait mal dans les filiales. C'est un délit. Le juge a dit qu'il y avait une autorité publique qui contrôlait la banque. Et nous disons que cette autorité de contrôle a collaboré. Faire garder le poulailler par le renard, ça ne sert à rien. Ils sont tous en tort, les responsables de Bankia comme les contrôleurs publics. Si on avait laissé les banques d'épargne faire faillite, tout le monde aurait su que les hommes politiques avaient fait de l'argent. Parce qu'une bonne partie des dettes qui ne peuvent pas être remboursées, c'est de l'argent qui est allé aux partis politiques, aux municipalités, aux communautés autonomes du Sud, à des entreprises qui sont de mèche avec le gouvernement. Ces révélations auraient signé l'arrêt de mort de la classe politique. Autrement dit, si les autres pays de la zone euro prêtent 100 milliards d'euros à l'Espagne pour qu'elle puisse assainir son système bancaire, ils commettent une énorme erreur. Parce qu'ils injectent de l'argent dans un système complètement corrompu et qu'ils ne le récupéreront jamais. Et au final, ce sont les contribuables allemands, français, néerlandais et finlandais qui devront payer les pots cassés. C'est ça? Exact. C'est ce qui va se passer. Quel conseil donnez-vous aux citoyens allemands? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Qu'est-ce qu'ils doivent demander? Les chiffres. Tout simplement. Il faut connaître les chiffres et appliquer les lois. Este ni anexo 4. Y el suyo, no sé dónde se abre, pero teóricamente es el mismo, pero no es el mismo. Toutes les personnes qui se penchent sérieusement sur le sujet en arrivent à la conclusion suivante: s'ils affirment qu'il faut sauver le système, alors qu'ils en apportent les preuves. Ils doivent démontrer que c'est indispensable. Mais ça n'arrivera jamais. D'un côté, ils disent que le système entier s'écroulera, que ce sera la fin du monde si on ne le fait pas. Mais d'un autre, quand on leur demande ce qui se passera si on laisse la banque faire faillite, qui en subira les conséquences, qui perdra de l'argent, quelle autre banque s'effondrera, on n'obtient pas de réponse, sous prétexte que ce sont des informations confidentielles. Or, si c'est confidentiel, comment se fait-il qu'ils soient au courant? Bref, on en revient toujours à la même question. Où va l'argent et pourquoi faut-il sauver les banques? Nulle part dans le monde, on a obtenu de véritables réponses. On voit par là l'importance de cette simple question: qui empoche l'argent? Parce que dissimuler les véritables intérêts en jeu ne protège pas seulement les riches bénéficiaires. Il y a une chose bien pire encore. En dissimulant ces intérêts, il est possible de monter les peuples européens les uns contre les autres. Personnellement, j'estime en effet que jouer avec les clichés sur les peuples est l'un des plus grands dangers de cette crise. Il y a d'ores et déjà un sentiment de division entre le Nord et le Sud au sein de l'Union européenne, et je considère que c'est une grave menace. Il faut sans cesse le répéter aux Allemands. Et c'est ce qu'on fait. Si nos voisins ne vont pas bien, l'Allemagne n'ira pas bien non plus. En termes de protection du climat, de droits de l'homme, d'aide à l'Afrique, en termes de politique libérale, progressiste et humaine, l'Union européenne est le grand modèle dans le monde. C'est une formidable institution dont nous devons être fiers et que nous devons à tout prix renforcer. Or, elle s'affaiblit. Nous ne faisons que monter les nations les unes contre les autres
Nous devons nous battre pour l'Europe. Nous devons la défendre. Pour cela, les habitants de tous les pays doivent connaître la vérité que les hommes politiques leur cachent. La vérité, c'est que nous avons tous intérêt à résoudre ces problèmes. Dans ce cas, ne pensez-vous pas que la Commission devrait expliquer davantage aux citoyens européens que nous sommes tous dans le même bateau? C'est ce que nous expliquons tous les jours. Et nous ne voulons pas être les seuls à le faire. Nous ne voulons pas expliquer tout cela à Bruxelles, Berlin ou Madrid et entendre des voix s'élever dans les camps nationalistes et dire « Non, il n'y a que mon intérêt qui compte, les autres ne m'intéressent pas ». Mais la réalité est encore pire. Les dirigeants allemands dissimulent même leurs propres intérêts économiques. On ne peut pas être les seuls à dire la vérité. C'est un scoop, ça, non? Le 7 février 2013, le directoire de la BCE a autorisé l'Irlande à étaler le remboursement de sa dette jusqu'en 2038, ce qui représente un allègement de 3 milliards d'euros par an pour le pays. Les habitants de Ballyhay veulent poursuivre leur mouvement de protestation. Mardi prochain,